Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve dans Parlons Foot. Notre invité du jour est Augustin Senghor, fraîchement réélu à la tête de la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Un nouveau mandat de 4 ans pour parler avec lui, bien sûr, de ses objectifs et donc des travaux jusqu'ici effectués. Et puis, il sera également question de la Coupe de la Ligue, Augustin, puisque vous avez eu votre club qui a joué la finale, même si, évidemment, l'US Gorée l'a perdu. Augustin, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Voilà, bienvenue. Voilà, Augustin Senghor, bonsoir. Bonsoir, Mme. Toutes nos félicitations par rapport à cette réélection. Et la première question est toute simple. Comment vous l'appréciez? On parle d'un plébiscite avec 289 voix et une élection dès le premier tour. Écoutez, je l'apprécie bien sûr avec beaucoup de satisfaction parce qu'il s'agissait d'un candidat sortant qui était donc candidat pour être donc élu. Et le fait d'être réélu mieux qu'on a été élu, quand même, c'est assez satisfactoire. Donc de ce fait, j'estime que nous avons eu à faire pendant ce mandat des choses qui ont donné des raisons au monde du football de nous refaire confiance. Tout à fait. Alors on dit, un de vos challengers, Saliou Samb, dit que il déplore un peu ce système obsolète. On sait qu'également vous êtes soumis un peu aux décisions du comité exécutif. Est-ce que c'est facile justement en tant que président de travailler dans ces conditions-là? Écoutez, je pense que dans toutes les organisations, il y a l'exécutif qui est représenté très souvent par une personne et à côté, on a un organe collégial qui centralise les décisions importantes. Et heureusement, parce que sinon on risquerait de tomber sur des dictatures ou des systèmes de pensée unique. Je pense que notre football est bien organisé. Ces textes sont d'inspiration FIFA, c'est-à-dire c'est la FIFA qui a conçu des statuts standards qui s'appliquent à tous les pays du monde, avec un président fort, avec des pouvoirs qui lui sont propres, un comité exécutif qui travaille à concevoir tout le programme d'activité que le président doit exécuter. Et derrière, l'Assemblée générale, organisation suprême, à l'intérieur de laquelle les décisions importantes de la vie associative se prennent. Très bien. Mais Augustin, qu'est-ce que vous répondez à ce qu'ils disent finalement? Peut-être que le président, il est bon, Augustin Senghor, mais c'est son entourage qui pose problème, pour revenir justement à ce comité exécutif et même à cette Assemblée générale. Écoutez, c'est toujours l'argument de facilité. Je ne pense pas qu'ils le disent pour me faire plaisir, mais c'est une manière de dire que quelque part le système en lui-même doit être mis en cause, parce que en réalité je pense que être président de fédération requiert certes des qualités, mais aussi être membre du comité exécutif en requiert d'autres. Et si ces personnes sont là, c'est très certainement parce que dans le secteur où ils évoluent, ils ont en tout cas le profil pour pouvoir intégrer. Ce que je veux préciser aussi, c'est que le comité exécutif dans notre système est conçu comme un moyen de représentation de tous les segments du football. Et de facto, une fois à l'intérieur, toutes ces composantes-là sont appelées à travailler et il faut un leadership fédérateur pour pouvoir réunir tout ce monde et travailler parce que souvent les intérêts sont divergents. Donc, et je pense que jusqu'à ce jour, au niveau du comité exécutif, tout s'est bien passé, globalement. Et d'ailleurs, avec toutes les difficultés qu'on a connues, si effectivement il n'y avait pas cette solidarité, s'il n'y avait pas aussi ce leadership, on n'en serait pas aujourd'hui là. Très bien. Alors Augustin Senghor, il paraît que vous avez battu campagne jusqu'à 6 h du matin la veille. Est-ce une manière de convaincre des gens qui étaient déjà sous votre botte, ou est-ce également une manière de faire fonctionner un certain lobbying dans le football sénégalais? Écoutez, je pense qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit sérieux. Le lobbying, ça n'existe que dans l'esprit des gens qui ne conçoivent la démocratie que quand ils gagnent. C'est aussi simple que cela. Vous savez, je pense que nous sommes dans un milieu
comme tant d'autres, où pour pouvoir prétendre à certaines responsabilités, il faut avoir un certain cursus. Il faut, et c'est important, être connu du milieu. On ne peut pas se réveiller, arriver un jour et le lendemain dire je vais prendre la présidence et penser que ce sera offert sur un cadeau. C'est un message adressé à vos challengers. Et la meilleure preuve, non, c'est pas ça. C'est en général ce qu'on voit aussi dans le monde politique au Sénégal et dans beaucoup de secteurs. Le Sénégalais, en réalité, j'ai l'impression qu'on n'est pas très souvent bon perdant. Et déjà, même avant les élections, quelles que soient ces élections-là, on commence à annoncer des fraudes, on annonce n'importe quoi pour déjà préparer une éventuelle défaite. Je pense que l'humilité dans la vie, c'est de pouvoir dire que quand je me présente quelque part, je me donne les moyens de gagner, des moyens légaux bien entendu. On va aux élections qui se déroulent de la manière la plus transparente possible. Après, si un choix est fait, qu'on respecte ce choix. Moi, ce que je peux dire là-dessus aujourd'hui, d'aucuns me disaient, non Augustin, en face, il n'y a pas de problème, vous allez passer, vous n'avez même pas besoin de faire campagne. Et vous-même, vous l'avez dit. Je suis allé faire campagne toute la nuit pour parler aux délégations qui arrivaient, pour les convaincre, parce que j'avais besoin de les convaincre de la nécessité de nous refaire confiance. Et c'est là où se fait la différence. Pendant ce temps, peut-être certains candidats étaient en train de dormir. Moi, par nature, je suis un compétiteur. Quand je m'engage dans quelque chose, j'y vais à fond pour gagner. Tout à fait. Mais dans la légalité, et aujourd'hui, c'est, je pense, ça qui a fait la différence. Et c'est ça qui a convaincu les électeurs de nous refaire confiance. Parce que j'aurais pu dire, ah non, non, je suis là depuis 4 ans. C'est moi qui suis peut-être mieux connu que les autres candidats. Et dormir sur mes lauriers. Non, on a travaillé. On a d'abord travaillé pendant 4 ans. Notre meilleure campagne, c'était notre bilan. Et pendant toute la période, je dirais, électorale, nous n'avons pas parcouru le Sénégal. Nous avons continué à poser les jalons pour faire avancer tous les dossiers de notre football, c'est-à-dire terminer les championnats. Vous avez vu hier les finales qui se sont jouées. Le week-end prochain, il en sera de même. Travailler sur les dossiers de matchs de la Coupe du Monde. Et c'est comme cela qu'on a convaincu les gens que cette continuité que nous demandions était nécessaire. Très bien. Augustin, le bilan, on y reviendra bien sûr dans cette émission. Mais tout d'abord, je vous propose, en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu, de revenir justement donc, sur cette journée d'élection heurtée. On le sait, on va y revenir. Et donc, les temps forts de cette journée, donc, qui s'est déroulée dans un hôtel de la place, c'est tout de suite avec Cher Tidiane John. Senghor. Augustin Senghor. Augustin Senghor. Sa candidature est passée comme lettre à la poste. Maître Augustin Emmanuel Senghor remplit 4 années à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Pourtant, à l'ouverture, l'Assemblée était fortement perturbée par une déclaration du ministre des Sports. Véritablement, c'est un point noir au niveau de l'équipe dirigeante actuelle. Ça, je le dis et je le dis haut et fort. Nous ne pouvons plus continuer à financer le football au moment où d'autres disciplines nous apportent des satisfactions et que le football nous apporte des désespoirs et des désirs. Ça, il faut que ça soit clair, net et précis. Je crois que donc, je ne sais pas qui sera président, je ne sais pas qui sera membre du bureau, mais en fait, sachez que ça, c'est une tâche fondamentale, une action de premier ordre que vous allez véritablement mener. Mbagnick Ndiaye est prise à partie, finalement quitte les lieux. Le calme finit par revenir. Après vérification des mandats, les travaux ont débuté pour finir sur l'élection à une majorité écrasante du candidat sortant. Conforter notre football local à la base, cela passera certainement par une meilleure place donnée au football amateur dans nos activités, dans nos priorités, parce qu'aujourd'hui nous sommes convaincus que c'est par la base que nous pouvons développer notre football. Alors en ce moment, nous pourrons essayer de nous projeter sur la scène africaine ou mondiale pour essayer de glaner les trophées qui nous manquent tant. On le sait, le Sénégal est un football qui est respecté par ses footballeurs, mais aussi par son football et par son histoire dans le football, pour avoir été en Coupe du Monde et avoir montré de belles choses. Mais nous sommes encore un pays qui n'a pas encore gagné. Ainsi, Maître Augustin Emmanuel Senghor remplit pour un mandat de 4 ans à la tête de l'instance dirigeante du football sénégalais avec de nombreux chantiers, le football sénégalais à remettre
sur les rails. Alors, Augustin, bien sûr, des faits qui ont fait un peu le tour de la presse et pour cause. Donc, ces incidents qui sont survenus lors de l'Assemblée Générale avec ce discours très musclé de Mbagnick Ndiaye. Bon, il est apparu que justement sur votre bilan, il n'avait pas l'impression de partager donc le même sentiment que vous. D'abord sur le financement du football, notamment au niveau de l'équipe nationale et également au niveau des résultats. Sur le coup, qu'est-ce que vous vous êtes dit justement quand vous avez entendu Mbagnick Ndiaye faire cette sortie à l'endroit du football sénégalais? Écoutez, je ne me suis absolument rien dit. Je considérais qu'on était dans une cérémonie protocolaire préalable à une assemblée générale élective. Ceux qui devaient intervenir ont pris la parole. Lui, il en a fait de même. Je n'ai aucune maîtrise bien sur le discours d'un ministre, surtout qui représente ma tutelle, donc je n'avais pas d'observation particulière, sauf qu'à un moment donné, c'est avec l'Assemblée qu'il a eu des échanges, et peut-être que c'est ça qui a entraîné cette situation un peu de confusion qu'il faut déplorer. Et les faits qui s'en sont suivis aussi, moi je les déplore, je ne partage pas cette réaction parce que pour la simple raison effectivement que quoi qu'il arrive, nous sommes sous la tutelle de l'autorité étatique et ensuite nous devons nous montrer effectivement assez réceptifs aux critiques, d'où qu'elles viennent. Même si dans le contexte, on peut se poser des questions. Vous savez, c'est aussi simple que cela, hein. Moi, le contenu des propos du ministre ne m'a pas gêné. Je n'ai pas la prétention d'avoir une fédération parfaite. Mais aujourd'hui, je pense que où qu'on aille dans certains organismes et même dans l'État, il y a des administrations qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Et justement, nous sommes dans la logique d'essayer d'améliorer ça. Donc ce n'est pas une critique qui nous étonne parce que dans nos états des lieux, la réorganisation, et dans notre programme, la réorganisation de l'institution fédérale occupe une place importante. Donc il fallait simplement lire mon document de campagne pour comprendre que tout ce qu'il disait, à la limite, était dans notre document. Donc il n'y a pas de problème. Si le ministre partage le même point de vue que moi, je n'ai pas de souci. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il a conclu? Qu'il félicitait la Ligue professionnelle, qu'il félicitait le beach soccer. Donc à la limite, il nous félicitait nous-mêmes. Mais est-ce que ce n'était pas une manière de créer une dichotomie entre la Fédération sénégalaise de football et la Ligue professionnelle? Ce serait créer une dichotomie impossible. Par essence, la Ligue professionnelle est créée par nos statuts. C'est un démembrement de la fédération et c'est cette fédération, par son comité qui lui donne, dans le cadre d'une convention, une délégation pour gérer le football professionnel. Et pendant les 4 ans qui se sont passés, le seul bailleur de fonds, à part le sponsor de cette ligue professionnelle, ce n'est personne d'autre que la fédération. Pendant 3 ans, l'ancien président, lui, Lamotte est là, il est témoin. Nous sommes intervenus, nous avons appuyé, parce que c'est une aventure dans laquelle la fédération et les dirigeants de clubs de la Ligue professionnelle se sont engagés et n'ont pas reçu beaucoup de soutien, d'où qu'ils viennent. Mais Augustin, vous me permettez de vous interrompre, vous êtes conscient qu'une partie de l'opinion publique est quand même d'accord avec le ministre des Sports, que le football est une discipline budgétivore, on va dire, et que les résultats ne suivent pas. Donc ça aussi, je pense que... Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur ces 2 dernières années, nous sommes dans les périodes où, en tout cas en termes de masse, ce qui a été investi dans le football est moindre que par le passé. Je suis désolé de le dire, nous on peut sortir nos chiffres aussi, on peut montrer que nous avons énormément participé à la prise en charge aux Jeux olympiques, aux dernières qualifications pour le CHAN. Pour l'équipe nationale A, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons avec les maigres moyens que nous avons. À côté de cela, nous avons l'obligation qui nous est imposée de relancer le football à la base. Ça nous coûte au bas mot 800 à 1 milliard de francs par an. Et nous le prenons totalement en charge sur nos fonds propres. Et d'un autre côté, il faudrait qu'on puisse relativiser ces charges qu'on prétend mettre dans l'équipe nationale. Comparé à d'autres pays, nous n'en mettons pas assez. Et là se pose la question de l'orientation au plan politique par rapport au football. Si nous voulons gagner, et ça je le dis, je le maintiens et je le répète, il nous faudra mettre plus d'argent dans l'équipe nationale A et dans notre football. C'est ça la réalité.
du haut niveau international, allez voir les budgets que mettent les autres fédérations et les autres États dans leur football. Regardez le football professionnel. Nous avons commencé avant le Gabon. 2 ans après, s'inspirant de notre expérience, le Gabon démarre, mais avec un budget de 10 milliards par an mis en place par l'État pour lancer le football professionnel. 36 millions par mois à chaque équipe de club. Nous, pendant 4 ans, on a tenu, pendant 4 ans, c'est la 5e année en 2013-2014, on a tenu par nos moyens propres, ceux des clubs, ceux de la Ligue professionnelle et ceux de la fédération, à faire vivre ce football professionnel qui utilise quand même 1 millier de jeunes qui sont quand même bon an, mal en payés et qui nous a aidés. Donc aujourd'hui, il faut savoir relativiser. Et à ce niveau-là, effectivement, peut-être une partie de l'opposition peut ne pas être d'accord, mais je pense que si elle avait été bien informée des sacrifices que nous faisons, des efforts que nous faisons, elle réviserait son jugement. Et c'est peut-être la faute que moi, je voudrais nous incomber, c'est de n'avoir pas trop communiqué sur ce qu'on fait. Exactement. Et là, je concède que nous ne l'avons pas suffisamment fait. Augustin, pour donc clore un peu sur ce chapitre, on a l'impression que la cohabitation entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football, depuis quelques années, est quand même difficile. On se souvient donc de la passe d'armes entre vous et Abdoulaye Makhtar Diop à l'époque de la CAN 2012. On voit encore ce pavé jeté dans la mare par Mbagnick Ndiaye, qui est l'actuel ministre des Sports. Comment vous expliquez cette situation un peu tendue entre l'instance fédérale et le ministère des Sports? Écoutez, le premier problème, parce que pour moi tout est lié. Vous savez, aujourd'hui, moi-même si j'étais ministre des Sports, je pense que le football constituerait un casse-tête. Parce que pour la simple raison qu'aujourd'hui, la situation, ça deviendrait même un plaidoyer pour le ministère des Sports. La situation est telle qu'on demande au ministère des Sports, avec peu de moyens, un budget insuffisant, de faire beaucoup, énormément. Et comme dans ce beaucoup-là, il y a une place très grande qui est occupée par le football, il y a une certaine pression. Nous, on a des demandes parce qu'on nous attend au tournant. Quand ça se passe mal, de octobre 2013 est là pour le montrer. Les gens se montent au créneau contre la fédération. On essaie d'obtenir de l'État qu'il finance le maximum. Et les matchs arrivant très souvent très vite, chaque mois ou chaque 2 mois, le ministère est sous pression parce qu'il faut trouver l'argent pour financer. D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous avez préfinancé le match du Sénégal contre la Zambie en France. Oui, ça arrive souvent. De toute façon, c'est des choses qui peuvent arriver et que je trouve normales. Nous sommes en collaboration avec l'État. Et jusqu'à présent, en tout cas avec le ministre Mbagnick Ndiaye, je dois avoir l'honnêteté de dire que ça s'est toujours bien passé. Quand ils ont des problèmes par rapport au financement, ils nous en parlent. Nous, on essaie de trouver à l'interne des solutions. Quand on les trouve, on les décharge de certains aspects. On se partage ces charges. Je pense que c'est dans cette optique entre un pouvoir délégant et un délégataire qu'on doit travailler. Donc c'est aussi simple que ça. Ça ne nous choque pas, nous, de pouvoir contribuer quand on le peut. Même si ce débat-là s'est posé au comité en disant avant, les anciennes fédérations n'acceptaient pas ça. Pourquoi toi, Augustin, tu acceptes ça? J'ai dit, je l'accepte parce que notre rôle, c'est d'aider l'État à nous aider. En faisant quoi? En essayant de plus en plus à nous autonomiser. Et là aussi, je pense que les réponses aux questions ou aux interpellations du ministre se trouvent déjà dans mon programme que j'avais eu à présenter à la presse. Donc, j'ai dit que notre objectif, c'est d'aller, mais ça, on ne peut pas, par un claquement de doigts, créer les conditions. Oui. Quand on nous dit, allez chercher les sponsors, moi je veux bien. Mais dans certains pays, les sponsors sont d'abord les sociétés nationales. Est-ce que l'État pose des actes pour pousser ces sociétés nationales-là, qui investissent dans d'autres secteurs d'activité dans notre pays, à venir appuyer le football? Alors, Président, vous avez beau dire, et ça je l'ai entendu à plusieurs reprises, que le bilan d'une fédération ne se limite pas à son équipe nationale A, mais il n'en reste pas moins que beaucoup de gens sont restés sur leur faim ou même ont décrié votre gestion parce que nous n'avons rien gagné avec cette équipe nationale A. Et je veux bien croire que vous voulez passer par les différentes étapes, mais quelque part quand même, aller chercher un entraîneur français, ça montre que la réussite de cette équipe nationale A sera également votre réussite. Justement, à quoi peut-on s'attendre avec l'équipe nationale dans les prochaines années, c'est-à-dire d'ici 2015, la qualification à la Coupe du Monde, parce que c'est ce que réellement les Sénégalais veulent voir et ce que les Sénégalais attendent de vous en fait.
Mme Fatou, d'abord, je vous concède effectivement que depuis que nous sommes là, nous n'avons rien gagné. Mais j'attire votre attention aussi que 40 ans avant, on n'avait rien gagné et jusqu'à présent, on n'a rien gagné. Donc, mais là, on veut gagner. Donc, comment on veut gagner. On doit se donner les moyens de gagner. Si on en revient toujours à ce programme qui doit être placé sur un moyen et long terme. Ça, j'insiste. Je ne suis pas là pour agiter la miroir aux alouettes en disant non, 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 si vous m'élisez, je vais vous apporter la coupe. Mais chaque jour que Dieu fait, au niveau de notre fédération, nous travaillons à progresser. Il faut d'abord progresser avant d'aspirer à gagner. C'est aussi simple que cela. Effectivement, nous avions commencé un travail, un excellent travail, de 2009 à 2011. Et peut-être parce que le succès est venu trop vite, on a voulu brûler des étapes. Et on a eu le retour de bâton avec cette canne désastreuse de Bata. Peut-être que si on avait eu une bonne tenue là-bas, les choses n'en seraient pas là aujourd'hui. Après cette canne de Bata, il fallait repartir. On est reparti. Il y a maintenant certains événements qu'on ne maîtrise jamais. L'adversaire sur qui on tombe et qui peut être supérieur, personne ne le maîtrise. C'était le cas avec la Côte d'Ivoire. Même si nous, Sénégalais, on a du mal à accepter qu'un adversaire puisse être supérieur à nous, c'était une réalité. L'autre chose aussi, c'est que par rapport à l'entraîneur étranger, je peux dire aujourd'hui, et j'en suis fier, que je suis l'entraîneur qui a le plus fait confiance à l'expertise locale. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne sur la base d'hier. J'ai une grande ouverture. Quand j'essaie avec une ou deux expériences des entraîneurs locaux et que ça ne marche pas, je ne vais pas m'entêter, je vais essayer de m'ouvrir à d'autres expériences. Et pour le moment, l'expérience avec Alain RGS se porte bien. On espère qu'il pourra nous amener à un point de résultat satisfaisant. Mais arrêtons encore une fois, Mme Fatou, de nous projeter dans l'immédiat de l'immédiat. Ça va être très très difficile. Dès demain, on nous dit ouais, il faut aller à la Coupe du Monde. Ouais. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si on a l'équipe pour aller à la Coupe du Monde? On va y travailler, on va jouer nos chances à fond. Justement, je pense qu'on a le talent pour aller à une Coupe du Monde. Je pense qu'on a les joueurs pour aller à une Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, je n'attends pas une réponse de votre part. Mais est-ce que ce qui plombe le football sénégalais n'est pas au sein même de ce football, c'est-à-dire un manque de solidarité? On sait qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Est-ce que réellement, ce n'est pas un manque de solidarité, comme on dit, de la chape dans le plomb, qui fait que ce football-là ne va pas évoluer? Même si ça, on ne peut pas en parler de manière publique. Écoutez, je ne sais pas de ce que vous parlez, mais ce que je sais, c'est que effectivement... Les intérêts divergents. Non, c'est clair que le football au Sénégal est devenu une activité à enjeu énorme. Moi, sur les 4 ans qui viennent de passer, je m'en suis rendu compte. Il y a beaucoup de pression. On parlait de lobby, moi j'en ai beaucoup suivi, ça je le dis, de toutes parts. Des lobbies d'intérêt sportif, des lobbies d'intérêt économique, des lobbies d'intérêt politique. Mais c'est de bonne guerre. Si on n'est pas prêt à subir et à faire face à ces lobbies, il vaut bien ne pas postuler à être président de fédération. Et moi, je me suis voulu un président de rupture, avec une équipe de rupture. Et dans ces cas-là, qu'on le cherche ou non, on se trouve aussi beaucoup d'ennemis. Parce que quand on vient changer l'ordre préétabli, forcément, ça crée des inimitiés. Et ces gens-là ne sont pas toujours heureux qu'il y ait une possibilité de réussir. Si c'est ça, je pense que dont vous voulez parler, je dis que oui, il y a beaucoup de difficultés. Et je suis convaincu aussi que l'une des clés de réussite de notre football, c'est que tout le monde soit derrière son équipe nationale et qu'on travaille dans l'unité des cœurs pour essayer d'obtenir quelque chose. Tant que ce ne sera pas fait, que l'État et la fédération ne seront pas en phase, que des personnes ne soient pas à l'intérieur pour torpiller ce qui se fait, que d'autres essaient de se positionner par rapport à un échec. Parce que ça aussi c'est le drame. Pendant 4 ans, j'ai eu l'impression que derrière chaque match de l'équipe nationale, il y avait une grosse hache qui était là, et on attendait, et on souhaitait peut-être forcément et ardemment un échec pour qu'on puisse dire rebolote et que la partie reprenne, que de nouvelles têtes arrivent. Et ça, je pense que ce n'est pas dans ces perspectives-là qu'on bâtira quelque chose de solide. Laissons les gens travailler ou venons travailler avec eux. Et dans ces conditions-là, je pense que nous pourrons faire quelque chose ensemble. Pour terminer, pour les échéances à venir,
On se focalise sur la Coupe du Monde parce que c'est la compétition immédiate. Pourquoi ne parle-t-on pas de la francophonie? Je pense que c'est ça le vrai avenir de notre football. Cette équipe U20 qui s'entraîne, qui n'intéresse personne. Et en réalité, c'est cette équipe-là qui peut-être dans 2 ans va défendre ici, chez nous, la première Coupe d'Afrique de petite catégorie qu'on peut organiser et gagner. Moi, j'ai... ça, c'est un appel que vous lancez peut-être à l'État. J'ai dit que ce qui me tiendrait le plus à cœur pour mon 2e mandat, ce serait de remporter une Coupe d'Afrique pour mon pays. Mais que ça soit avec l'équipe A ou avec l'équipe cadette, ce sera d'égale valeur. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit simplement de gagner pour notre pays parce qu'on n'a jamais gagné. Mais aussi, gagner en petite catégorie nous préparerait à gagner en équipe A. Tout à fait. Alors, Augustin Senghor, merci. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Le temps file trop vite. Par contre, un petit mot quand même sur l'US Gorée. On va regarder tout de suite les images de la finale qui a opposé donc l'US Gorée au Casa Sport. Donc, l'US Gorée, votre équipe, battue au tir au but. Quand même, vous en êtes le président. On a vu une équipe peut-être tactiquement bien en place, défensivement bien en place, mais sur le plan offensif, peut-être peu d'arguments. Et c'est peut-être ça qui explique tout simplement votre descente en Ligue 2. Écoutez, je pense plutôt que sur ce match-là, effectivement, on a eu le sentiment que l'équipe a été trop prudente. En fait, c'est une équipe qui porte les stigmates de toute sa saison. Une équipe qui doute, qui, à la limite... effectivement, a semblé se complaire de tomber avec les armes, c'est-à-dire aller jusqu'au bout des tirs au but, si on ne perd pas. Mais je pense que c'est effectivement à l'image de notre saison qui a été très compliquée. Le Casa Sport au bout du suspense. L'équipe de Ziguinchor remporte la Coupe de la Ligue, une victoire qui a tardé à se dessiner. Les Verts et Blancs dominent la première mi-temps, se procurent 2 occasions franches sur des frappes de Yaya Sonke et Lamine Fadin. L'US Gorée procède elle par contre-attaque et l'arbitre oublie de leur accorder un pénalty à la 45e minute. 0-0 à la pause. Le Casa Sport accélère en début de seconde mi-temps, mais c'est sans grand danger. La fatigue se fait sentir et le rythme baisse. Les 90 minutes se terminent sans but. Les prolongations ne donnent rien. Place à l'épreuve fatidique des tirs au but. Le Casa Sport plus verni l'emporte 3-1. Les Verts jubilent. Quand on a perdu la Coupe du championnat, on s'est dit que les autres objectifs, c'était les 2 coupes. Et aujourd'hui, c'était la première coupe. Il fallait gagner cette coupe d'abord pour mieux préparer la seconde. Cette mobilisation de ces supporters qui nous a encore plus motivés, sentiment de satisfaction. Je dis encore, ça a été très dur avec tout au début. Je dis, moi, je suis en apprentissage et je vais continuer mon apprentissage. La fin de saison est difficile pour l'US Gorée. Extrait. La plus chanceuse a gagné et nous félicitons vraiment l'équipe du Casa Sport. On connaît une fin de saison très difficile. Tous les matchs que nous avons joués, nous les avons joués pour prendre 2 points. Donc nous avons fait beaucoup de dépenses d'énergie. Et qu'en fin de saison, on s'est trouvé très émoussé. Et malgré ça, on a fait une prestation sur 120 minutes. Et je pense que la saison a été positive pour moi, mais peut-être négative peut-être pour les autres. Le Premier ministre, parrain de la finale, magnifie l'ambiance. Un stade plein avec 2 équipes qui se sont données à fond, qui sont allées jusqu'au bout de leur force, puisqu'il a fallu pour les départager une prolongation et des tirs au but. Le Casa Sport gagne. Félicitations au Casa Sport. A rendu nostalgique. Ça me rappelait les moments que j'ai vécu au début des années 80 et même avant. Je retrouvais d'ailleurs 2 équipes habituées à ce type de joute. Avec cette Coupe de la Ligue, le Casa Sport, champion déchu, soulève le premier trophée de sa saison en attendant peut-être un autre samedi prochain lors de la finale de la Coupe du Sénégal face au Jaraaf. Vous avez le temps de vous occuper de l'US Gorée? J'en ai le temps. Sur certains aspects, je continue à m'investir. Pour mon club, je suis le président du club du Grand Gorée, c'est-à-dire les gens oublient toujours que Gorée est un club pluridisciplinaire et je suis le président du Grand Gorée. Il y a un président de section, il y a d'autres qui s'occupent, des managers qui s'occupent de l'équipe. Moi, je me consacre à les accompagner, à les aider éventuellement de temps à autre financièrement, à aider dans la recherche de moyens, parce que c'est normal. Mais de notre côté aussi, depuis que j'ai été président de la fédération, j'ai pris beaucoup de recul pour des raisons d'éthique.
parce que en cours de saison, des gens m'ont interpellé en me disant ouais, vous êtes le président de la fédération, votre équipe va descendre, ouais, il faut voir pourquoi 4 descendent, il faut faire 2. Je leur ai dit jamais. C'est mal me connaître. J'ai presque envie de rajouter, pas de regret, puisque vous ne pouvez être partout président. En tout cas, voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation ici à l'hôtel Terrou-Bi qui nous a accueillis pour ce numéro de Parlons Foot. Bonne chance, puisque votre réussite sera sûrement synonyme de réussite du football sénégalais et également de joie dans les cœurs des supporters. Merci à Hamza et Ibou qui étaient aux caméras. Merci à Papsila au son, à la logistique, MC Ablaï Diallo. Merci à Son Ibou pour m'avoir amené le président ici sur place. Passez une excellente soirée. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Foot. Au revoir.